Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette table ronde. On va parler de gouvernance des projets libres. J'espère que vous êtes prêts. C'est un sujet sympa. Voilà, je suis bien sûr accompagnée de tous ces participants que je vais inviter à me rejoindre. Alors, je crois qu'on a tous un micro avec un fil, donc je vais pouvoir ramener celui-là. Donc, on a Damien Mathieu, mainteneur de OpenTelemetry, ingénieur logiciel aussi chez Elastic. OpenTelemetry, vous connaissez peut-être pour beaucoup d'entre vous, c'est un projet de la Cloud Native Computing Foundation, la CNCF, qui est en fait le chapitre cloud de la fondation Linux. À la droite de Damien, Chris, présidente de FDN, French Data Network. J'ai bien dit de FDN et pas du ou de la FDN. Hein, il ne faut pas se tromper, c'est un sujet sensible, on le verra d'ailleurs en parlant de la gouvernance. Donc FDN, je crois que tu avais envie un peu de nous dire en un mot ce que c'est. Peut-être après, écoute, FDN, en tout cas fournisseur d'accès à Internet, associatif et libre. Et enfin, à la droite de Chris, est-il nécessaire de le présenter puisqu'on a vu le monde à sa conférence tout à l'heure, Jean-Baptiste Kempf, président de Vidéolan, fondateur aussi de plusieurs sociétés de consulting autour du logiciel libre. Bonjour. Voilà, bienvenue à tous les trois. Comment ça va? Vous êtes en forme? Est-ce que les micros marchent? Est-ce que les micros marchent? C'était le but de la question. Hein. C'était le but de la question. Moi, je vais m'asseoir. Je vais rendre ce petit métro avec un... Comment? Il n'y a pas de table à ta table ronde, t'es au courant? Ouais, non mais... Ah oui, on a dit qu'on faisait des... T'as oublié de préciser que c'était une blague, parce qu'on s'est dit... non plus en soi. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me le reprendre celui-là? Parce que sinon, je sens que je vais faire un bruit avec quand je vais le poser. Il faut le jeter par terre. Jette-le par terre fort. Est-ce que celui-là marche? Il est plus doux, hein. Il est un peu moins... Alors non, il marche pas. Mais, hein? Il marche? Fonctionne, mais il marche pas. On vous a dit... On vous a dit que ça serait fun. Hein. On vous a dit qu'on allait rigoler ensemble. On s'était dit qu'effectivement, la gouvernance des projets libres... C'est pas rigolo, la gouvernance, si? Ben justement, voilà, c'est pour ça qu'on a rajouté un petit peu, on s'est dit, il faut en mettre un petit peu. Donc voilà, on va parler d'abord de vos organisations à tous les trois. Il y a pas mal de différences entre elles, il y a pas mal de modèles un peu différents. Je ne sais pas, peut-être Damien, si tu voulais commencer à nous parler un petit peu de comment ça se passe chez OpenTelemetry. Ouais. Alors, OpenTelemetry, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un projet qui fait partie du projet de la CNCF, donc la Cloud Native Computing Foundation, qui fait partie de la fondation Linux. OpenTelemetry a pour objectif de fournir aux entreprises des moyens d'émettre des données de télémétrie, donc des métriques, des logs et des traces. Alors, je ne vais pas rentrer plus en détail parce que le point de vue technique, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Mais le fonctionnement d'OpenTelemetry, là où il est peut-être un peu différent des autres projets dont on parlera tout à l'heure, c'est que au final, les projets de la CNCF sont quand même globalement extrêmement gérés par les entreprises. Au final, c'est un petit peu le capitalisme, le capitalisme du logiciel libre. Ce qui en soi n'est pas forcément si négatif que ça dans ce contexte-là. Parce que l'avantage étant que la plupart des contributeurs réguliers au final sont payés pour ce qu'ils font et ne viennent pas travailler sur le soir et le week-end et ont moins de risques d'avoir des problèmes de burn-out par exemple, étant donné qu'ils font ça sur leur travail dans la journée. Je ne vais peut-être pas aller plus loin pour l'instant parce que je pourrais parler pendant 1 heure sinon je pense. Ouais, non mais c'est pas mal déjà, ouais, effectivement, voilà, parce que surtout ils sont dans le noir là, moi j'ai peur que ça pionce là, mais non ça va. Hein. Vous me dites, si quelqu'un s'endort, vous le balancez, hein, vous le dites très très fort. Il y a quelqu'un qui s'endort et on essaye de sortir une petite blagounette de notre... ouais, c'est ça, il faut mettre les projecteurs là, sur les visages. Oui, voilà, on va mettre... Qu'on les voit bien. Voilà. Chris, tu veux nous raconter un petit peu comment ça se passe, FDN? Oui, donc French Data Network, donc c'est le plus ancien fournisseur d'accès Internet encore en activité en France, né en 92, avant les commerciaux qui ont commencé plutôt vers 95-96. On est une association, loi 1901, uniquement des bénévoles, donc pas de salariés. Alors du coup, on travaille, nous c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que
On travaille essentiellement en dehors de nos heures de boulot. Il faut soigner les bénévoles, sinon les bénévoles s'en vont. Donc il faut que le projet donne envie. Donc l'idée, c'est que le fournisseur d'accès appartient à ses abonnés et que ce sont les abonnés, ce sont les membres du FAI qui décident de tout concernant le FAI. Et avec ça, vous avez un bureau aussi qui est plus dans le... Alors oui, après, si on va en termes de gouvernance, actuellement, on a un bureau, donc avec trésorier, président, secrétaire, etc. Donc je suis actuellement présidente et je travaille activement à ma disparition, enfin en tout cas à la disparition de mon poste, puisqu'on est en train de réécrire les statuts et dans l'idée d'essayer d'arriver à un fonctionnement encore plus horizontal. L'idée étant aussi d'essayer d'adapter les textes à la pratique actuelle. Donc il y a plein de petites choses qui sont faites de manière à essayer de favoriser la redondance, mais peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard, parce que justement, quand c'est quelque chose qui est tenu uniquement par des bénévoles, il faut faire en sorte que la plupart des tâches importantes, critiques, soient redondées. Parce que le bénévole, il peut très bien partir du jour au lendemain, et ça fait partie des choses à travailler. Il n'y a personne qui est à plein temps, il n'y a vraiment rien. Il y a même le trésorier, il fait ça en tant que bénévole. Oui. On est tous bénévoles et on a tous un boulot à côté. Et c'est quoi ton boulot à côté? Alors, je suis prof de maths. Je suis désolée. Hein. Ça prend énormément de temps. Effectivement, c'est quand même pas un boulot... Prof de maths? Bah ouais, non? Oui, alors vous voulez vraiment que je parle de mon boulot? Non. Non, juste effectivement. Non, mais je suis prof de maths en prépa, donc j'ai pas non plus énormément d'heures. T'arrives à trouver... Et ça fait quand même assez longtemps que je fais ce métier-là, et donc je peux gérer pas mal de trucs. Okay. C'est une organisation quand même à trouver. Oui, mais j'aime bien faire beaucoup de choses en même temps, en fait. Ok. Jean-Baptiste, tu nous racontes aussi un petit peu comment ça s'organise Nous, on est un peu... c'est un peu hybride, quoi. C'est-à-dire qu'on a une association Loi 1901, Vidéolan, que j'ai créée en 2008. Mais le projet, en fait, avant, c'était un projet étudiant. Et en fait, le projet Vidéolan, c'est la continuité d'un projet qui est la continuité d'un projet qui est la continuité d'un projet. Donc c'est plusieurs projets étudiants des années 80-90 qui ont donné un truc qui s'appelait Network 2000. Et c'était un projet d'une association du campus étudiant. Et moi, le projet VLC, c'est un de ces projets de cet asso. Et moi, j'ai créé l'association en 2007 qui est devenue Vidéolan. Et c'est une association Loi 1901, que de bénévoles, qui ne vit que de dons. Mais vers 2012-2013, je me suis rendu compte, comme beaucoup de projets de logiciels libres plutôt end-user, qu'il y avait un ralentissement d'activité, de nouveaux gens, et pas mal discuté avec les gens notamment de GNOME et de KDE qui avaient le même problème. Et moi, j'ai monté des sociétés en fait, qui sont des accélérateurs autour du logiciel. Donc ça veut dire que l'édition principale de VLC, c'est toujours l'association et tous les droits, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui sont payés et qui accélèrent la communauté. Mais ce n'est pas eux qui lead la communauté. Donc on a vraiment ce côté mixte qui fonctionne pour nous. Je ne sais pas si ça fonctionne pour tout le monde, mais ça permet d'avoir des gens qui bossent sur du long terme, qui sont payés, mais tout le contrôle, tout est fait par l'association et la communauté et les bénévoles. Ok. Et dans la partie vraiment associative et la partie du bureau, on va dire, de Vidéolan, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que c'est organisé? En fait, on a un problème, c'est qu'on est une communauté beaucoup trop petite par rapport au nombre d'utilisateurs qu'on a. Donc, on fait dans l'efficacité. Donc, ça tranche très très vite. C'est pas forcément ce que tu vois dans d'autres associations. Mais c'est très efficace et ça se passe très bien. L'ambiance est assez cool, notamment parce on est pas mal sur de la déconnade et on fait beaucoup de conneries dans la communauté. On fait souvent des conférences à l'autre bout de la planète, on fait plein de goodies marrants, on fait plein d'happenings. C'est vraiment quelque chose de très rigolo pour garder des gens qui soient fiers de cette communauté qui est
de fait plus juste la communauté VLC, mais qui est la communauté en fait de tout ce qui est open source multimédia, avec beaucoup de gens de MPV, beaucoup de gens de FFmpeg, d'X264. Donc on a ce côté un peu rigolo qui permet de motiver cette communauté. Par contre, toutes les tâches de la communauté, elles sont très très efficaces. On se voit une fois par an. Notre bureau, il dure 1 heure. Enfin, notre assemblée générale, elle dure 1 heure. Normalement, chez KDE, c'est le temps qu'il leur faut pour décider de comment ils vont voter. Désolé. Mais on est une exception parce qu'on a un focus qui est très 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 spécifique. Donc, ce qu'on fait, je ne sais pas si c'est réplicable. Mais en tout cas, pour nous, ça marche et ça marche bien. Sur part de OpenTelemetry, Damien, comment ça se passe aussi ça? Est-ce que tu connais un petit peu les moments importants de la partie gouvernance de OpenTelemetry? Est-ce que tout le monde est impliqué là-dedans? Comment ça se passe? Oui, alors justement ça va être assez différent de ce que dit Jean-Baptiste parce que alors c'est assez rare pour être noté dans les projets libres, c'est que OpenTelemetry fonctionne de manière extrêmement démocratique. Donc on parle souvent dans les projets libres du dictateur bienveillant. Moi personnellement j'ai tendance à pas vraiment croire que ce soit une super solution. OpenTelemetry fonctionne beaucoup de manière démocratique, donc on a 2 comités, le comité technique et le comité de gouvernance. Alors le comité technique va être un peu l'équivalent du dictateur bienveillant d'un point de vue technique, même si au final il est constitué d'une dizaine de personnes, donc c'est pas un seul dictateur. Mais c'est l'équivalent des architectes logiciels, donc c'est des personnes qui sont élues par les autres membres du comité technique, alors que le comité de gouvernance, qui lui va être plus responsable de la vision et du fonctionnement de la communauté, c'est une dizaine de membres aussi qui sont élus pour un mandat de 2 ans, avec un renouvellement tous les ans de la moitié du comité. Ce qui permet au final d'avoir vraiment un mode de fonctionnement beaucoup plus collégial. Alors on ne met pas 1 heure à décider de comment est-ce qu'on vote en fait, c'est pas vraiment une question ça je pense, parce que c'est le résultat qui compte. Et n'importe quelle personne de la communauté qui a fait au moins 2 contributions dans l'année je crois, est amenée à pouvoir voter pour le comité de gouvernance cette année-là. Ok. Et les règles, elles sont écrites, elles sont les règles sont écrites, tous, documentées, c'est sur GitHub, pull request pour les changer. Extrêmement documenté, les membres du comité de gouvernance sont documentés, les résultats sont rendus publics dès la fermeture du vote. Voilà. Ouais, chez FDN aussi, il me semble que vous publiez tout est complètement partagé. Disons que c'est accessible aux membres. Accessible aux membres, voilà. Okay. Donc oui, on essaie de petit à petit faire participer le plus possible les membres de FDN. Donc c'est sûr qu'on a des rôles assez techniques qui sont renouvelés donc, chaque année en AG. Bon, actuellement, il y a président, secrétaire, trésorier, etc. Mais on va vers un fonctionnement plus horizontal sur l'année. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on avait des réunions qu'on appelait réunions de bureau. Et il était dit et écrit partout que tout le monde pouvait participer à ces réunions, même d'ailleurs des non-membres, hein, on peut tout à fait venir participer. Mais en fait, de facto, il n'y avait que les membres du bureau qui venaient participer. Et il a suffi qu'on renomme, en AG, on s'est dit, bon, on va renommer ces réunions en réunions mensuelles, et depuis, il y a plein de gens qui viennent, qui ne seraient pas venus avant, juste en changeant de nom. C'est-à-dire que sans changer quoi que ce soit d'autre, juste en changeant le nom, les gens sont venus et viennent s'impliquer donc, tous les mois, voilà, en réunion mensuelle. On décide finalement un petit peu des choses courantes. Et après, le bureau, alors bon, nous c'est encore compliqué parce qu'on a le bureau qui est déclaré à la préfecture, on a aussi un bureau étendu qui va recevoir les mails de la liste bureau et qui va plutôt gérer entre 2 réunions mensuelles s'il y a des choses qui sont urgentes. Bon, à ce moment-là, mais on essaie vraiment autant que possible de décider en réunion mensuelle. Voilà. Petit à petit, voilà, on va vers ce type de fonctionnement. Il y a un truc que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est pas mal en évolution. C'est ça, c'est plutôt un changement. Il y a peut-être un historique derrière qui fait que du coup ça évolue. Oui, disons qu'on a eu longtemps un capitaine de navire qui est Benjamin Bayard.
Et donc les gens ont été habitués à ce système un petit peu voilà, de capitaine qui donne le cap. Et puis après, bon, le reste fonctionne plutôt bien. Et petit à petit, déjà quand il a choisi justement de laisser la place, c'est aussi lui qui a bien vu que voilà, quelque part il fallait aussi qu'on se renouvelle. Donc il y a eu un petit laps de temps où on s'est un petit peu cherché. Et là, on est en train de reconstruire un fonctionnement qui est quelque part plus pérenne parce qu'il y a moins de ce bus factor. Voilà, bon, on a encore quelques bus factor. Typiquement, on a un SI en Perl et il n'y en a pas beaucoup qui veulent lui parler, mais voilà, on essaye autant que possible de redonder un petit peu les postes critiques. Okay. Jean-Baptiste, il se passerait quoi si t'arrivait quelque chose ? Alors, il y a 2 questions en fait. La première question, c'est s'il m'arrive quelque chose, moi tout est documenté. Donc ça veut dire que grosso modo, tu peux accéder à... Enfin, s'il m'arrive quelque chose, tu peux aller avec mon notaire, et avec mon notaire, tu as accès à beaucoup de choses. T'as prévu quand même le truc, hein, ouais. N'aie pas peur. Hein, c'est pas le sujet, mais j'en ai déjà beaucoup parlé. Mais je me suis retrouvé dans des... En fait, le problème principal, c'est que si tu as la main sur l'infrastructure de VLC, tu peux pousser du code sur des centaines de millions de machines. Voilà. Donc j'en ai déjà beaucoup parlé, j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps. On a eu des problèmes avec les CIA, on a eu des problèmes avec la NSA, on a eu des problèmes avec les Chinois, on a eu des problèmes avec les Indiens. Et c'est des histoires gouvernementales, tu vois. Donc là, ça commence à être un peu chaud. Donc, et nous, on est une toute petite asso et on n'a pas les thunes de la CNCF, quoi. Donc nos serveurs, il y a 2 serveurs. Tu vois, c'est 2 serveurs qui sont dans une cage à Besançon et il y a intérêt à ce que personne puisse accéder à ces serveurs physiquement, tu vois. Donc c'est un peu chaud. Donc oui, physiquement, en fait, tout est documenté. Et puis surtout, nous, on n'a pas de SI en Perl parce qu'en fait, nous, toute l'infra est documentée en code. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux détruire l'infra et toute la reconstruire du jour au lendemain. Et ça, c'est... on a fait beaucoup de choses sur l'association. Parce que moi, je fais la différence entre l'association Videolan et VLC. Sur VLC, on a un comité technique qui prend les décisions. Et quand on se voit 1 fois par an, ou parfois 2 fois par an, moi j'aide à trancher. Mais grosso modo, les décisions, elles sont collégiales des committeurs. Sur l'association, en fait, qui est donc elle responsable de l'infrastructure, c'est un sujet un peu plus compliqué parce qu'il y a des gros problématiques de sécurité. En fait, tu as plus mis, si je comprends bien, plus vraiment la partie responsabilité. En fait, moi, je fais beaucoup trop de choses. Le reste est sur. Donc, en fait, tout est délégué. Moi, je suis juste là pour aider à faire des décisions. Mais si je suis plus là, tout fonctionnera toujours. Le problème, en fait, il est juste que globalement, c'est quand même souvent moi qui donne l'énergie pour faire avancer les trucs. Donc, si je suis pas là, et notamment si je suis pas là, il va pas se passer grand-chose. Ça, c'est plus ça le problème. Ouais. Si je comprends bien ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est pas redondé, c'est juste un serveur. Donc s'il crame, mais par contre, vous pouvez le reconstruire rapidement. Alors, je vais pas te donner des détails de l'infrastructure. C'est un peu plus redondé que ça. Mais le cœur le plus critique, c'est 2 serveurs qui sont même endroit. Qui sont dans 2 data centers à côté. Voilà. On te passera un fichier Excel avec un PCA PRA, s'il te plaît, à la suite. Non, mais ton fichier Excel, tu sais, on en reçoit souvent des demandes de fichiers Excel, notamment, on a des centaines, ça c'est la spécialité des agences gouvernementales australiennes ou américaines. Ils t'envoient un document d'accessibilité parce qu'ils utilisent VLC et ils t'envoient un document à remplir, genre VPAT, WCA, etc. Et ils te disent oui, c'est important pour que vous utilisiez VLC chez nous, vous avez besoin, en tant qu'éditeur, de faire ça. Et la réponse c'est vous êtes mignon, mais non. Dommage, j'aurais essayé. Non, mais enfin, il y a un certain, et ça c'est vrai sur beaucoup, il y a un certain méconnaissance parmi les utilisateurs, notamment d'entreprises et de gouvernements, qui s'attendent à ce qu'on soit à leur disposition, quoi. C'est souvent ça, ouais. Si je continue sur l'histoire de changement d'organisation ou de ce qui peut se passer en fait comme évolution là-dedans. C'est vrai que souvent les entreprises, les grandes, plus elles sont grandes en plus, changent leur organisation régulièrement. C'est comme un truc un peu pour vérifier aussi leur agilité, leur capacité à s'adapter, etc. C'est le côté un peu qui sécurise presque le fait de changer tout le temps l'organisation.
Vous retrouvez ça chez OpenTelemetry un petit peu, étant donné de votre culture plus business, etc. Est-ce que ça évolue ou est-ce qu'au contraire, il y a un modèle qui marche, on reste dedans et... Alors, peut-être encore jeune pour... Ouais, en fait, OpenTelemetry existe depuis 2019, donc c'est un projet qui est encore très jeune pour pouvoir vraiment avoir de l'expérience là-dessus. Oh, depuis, tu as des gros retailers, ils ont dû changer 4 ou 5 fois leur organisation. Ils sont passés en... Et puis, il y a eu des layoffs partout. Ouais, aussi. Ouais. C'est l'avantage du libre, c'est qu'il n'y a jamais de licenciement, ou presque. Sauf, ouais. Voilà, sauf problématiques diverses. Mais non, je pense que par contre, effectivement, le fonctionnement a changé un petit peu, mais qui vient plus de démarrer de manière légère avec juste les fondateurs d'OpenTelemetry, donc qui venaient de 2 projets, OpenCensus, OpenTracing, donc ils ont fusionné ensemble pour faire OpenTelemetry. Et du coup, il y a eu un fonctionnement de gouvernance au départ qui était entre 5 personnes différentes. Et évidemment, au fur et à mesure que le projet grossit et qu'aujourd'hui, on doit avoir plus de 800 contributeurs, je pense, la gouvernance n'est pas du tout la même. Donc les choses ont changé, mais plutôt pour évoluer avec le projet qui grossit, que vraiment pour s'amuser à faire un peu comme des guerres de pouvoir dans certaines entreprises. C'est clair. Et à l'inverse, ouais, effectivement, si je reviens sur VLC, le projet a énormément grossi, je pense, depuis le petit projet d'étudiants. Pas trop. En fait, ton corps grossit assez peu. C'est-à-dire qu'à un moment, on était vraiment 2. En haut corps, on a été vite 5. Là, c'est stabilisé vers une dizaine de personnes, mais ça grossit pas. Par contre, la façon de développer change beaucoup. C'est régulièrement... Là, on est passé avec un système de vote sur les d'approval qui est passé sur des votes sur les merge requests et qui est automatique et qui permet automatiquement de décider quand est-ce qu'on peut merger avec un système de règles temporelles, etc. Ça, c'est ce qu'on a mis en place et ça marche très très bien. Ça permet d'éviter les discussions infinies. Est-ce que ça, il faut le merger? Où est-ce qu'on en est? Tiens, attention, je vais merger ça. Donc, là, on a un système qui a été pas mal changé, qui a été plus de l'automatisation, mais qui a changé pas mal la dynamique. Et notamment, une des conséquences un peu rigolotes, c'est qu'on a de plus en plus de commits qui sont de plus en plus petits. Donc, et ça, c'est une des conséquences. C'est qu'en fait, et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une longue traîne de contributeurs qui a augmenté. Donc en fait, on a plus de contributeurs qui font des contributions ponctuelles. Et ça, c'est justement grâce à toute cette automatisation, parce que ça doit être facile de contribuer. Ok. Donc effectivement, tu l'as dit en 2 secondes, là, on n'a pas de licenciement dans le logiciel libre. Il y a quand même des sujets... Moi, je voulais répondre aussi un peu à ta question. Excuse-moi, bien sûr. Vas-y. Parce que c'est peut-être le moment de parler un petit peu de la fédération FDN. Vas-y. Parce que, voilà, au départ, donc FDN né en 92, et justement le but était de ne pas devenir trop gros. Et quand on a commencé à se sentir un peu trop gros, on a favorisé l'essaimage et donc la création d'autres fournisseurs d'accès Internet qui partagent les mêmes valeurs que nous, un petit peu sur toute la France. Bon, il y en a même en Belgique et en Suisse. Voilà, donc... du coup, ça fait quand même aussi un changement de fonctionnement, puisqu'on n'est plus les seuls, on est toute une communauté, et ce qui permet aussi de mutualiser pas mal de choses, en particulier maintenant avec le FTTH. Voilà, donc, ça change quand même pas mal les pratiques. Vous mutualisez aussi le SI en Perl ou pas? Alors non, mais par contre, justement, au niveau de la Fédé, ils ont fait Coin, qui est justement un SI. Alors, je crois que c'est Elise qui a fait Coin au départ. Mais voilà, il y a des projets aussi. Mais le problème, c'est que nous, le SI, il fait tout. C'est qu'il fait, il fait la compta, il fait vraiment tout. Donc c'est un petit peu le SAP de... Voilà, c'est difficile à changer, on va dire. D'accord. Donc une organisation en fédération, c'est ça, avec plutôt... C'est la fédération. Là, on a le droit de dire la FDN. C'est voilà. Ça. Et donc, plutôt que de grossir... Donc ici, sur Toulouse, il y a Theta Neutral. D'accord. Et donc, plutôt que de grossir au contraire, on se répartit. Oui, l'idée étant toujours d'être à échelle humaine et d'avoir un rapport d'humain à humain avec son FAI. Et c'est quoi la gouvernance de FFDN? C'est quoi la gouvernance de FFDN? Alors là aussi, on a changé. Bon, on avait un bureau au départ et là, on a essayé. Donc, on a réécrit les statuts il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Alors, c'est assez amusant parce qu'on
on a essayé de décider donc comment déclarer des gens à la préfecture en essayant d'horizontaliser au maximum la chose. Donc, on a déjà un CA qui est composé des représentants de chaque FAI de la fédération. On a de l'autre côté une assemblée des bénévoles qui est en fait composée des bénévoles qui vont être actifs aux réunions ou dans les groupes de travail. Et on se dit, bon, alors d'accord, mais alors qui est-ce qu'on va déclarer à la préfecture? On ne va pas déclarer les 60 personnes. Bon, on n'est pas 60 personnes, théoriquement on devrait être 60. Mais, donc on ne va pas les déclarer tous à la préfecture, d'autant que normalement il faut... Dès que quelqu'un part, il faudrait refaire une déclaration. Enfin, donc ça devient infernal. Et donc, on a choisi quelque chose d'assez simple. On les tire au sort. Voilà. Et leur seul pouvoir, c'est de pouvoir démissionner. C'est les punis à la préfecture. Et il se passe quoi si tu ne fais pas la déclaration? Je ne sais pas. D'ailleurs, on ne l'a pas faite. On est en retard. Parce qu'en vrai, je me suis toujours posé cette question, tu vois, sur ce site horrible de association.gouv.fr. C'est passe quoi si on ne déclare pas? Surtout qu'en fait, nous, le problème, c'est que pour une fédération, c'est un peu plus compliqué. Donc, il fallait envoyer le formulaire papier. Donc, c'est encore plus long que d'habitude. Mais je ne sais pas. Je sais qu'il y a plein d'assos qui ont oublié ou qui mettent des plombes à déclarer. Et puis, en fait, en pratique, je n'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Et au niveau local, est-ce que chaque association locale a le choix de sa propre gouvernance, ou est-ce que la fédération force la gouvernance qu'elle soit la même partout? Non, alors, heureusement, on ne force rien. Et d'ailleurs, certains découvrent qu'on peut très bien avoir une structure où il n'y a pas de président. Donc, il y a des collégiales, il y a plusieurs collégiales parmi les FAI de la fédération FDN, et ça fonctionne très bien. La préfecture accepte qu'il y ait une liste de noms sans qu'il y ait de président déclaré. Bon, après, on dit toujours que c'est le premier sur la liste qui va prendre. Mais... Ouais, légalement, la loi 1901, elle parle de 2 personnes. Elle parle du trésorier et du président. Donc, légalement... C'est vrai? Non. Il y en a qui s'endormaient, c'est ça? Vous avez besoin d'un petit... Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a plusieurs collégiales qui se sont déclarées à la préfecture, et c'est passé tout à fait... Mais quand il y a une attaque pénale, il se passe quoi? On est collégialement responsable. Et... Waouh. Tu m'as fait une super transition. Vas-y. Merci. Effectivement, alors voilà, moi, c'est vrai qu'assez naïvement, on voit le Capitole du Libre, effectivement, comme on disait, c'est des formidables projets, avec vraiment des gens qui ont envie de s'investir à fond. C'est vrai, c'est clair que c'est vrai. Malheureusement, il n'y a pas que des paillettes et des bisounours dans les projets, et c'est bien pour ça qu'on est là à parler de gouvernance. C'est parce que l'idée aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on met en place des gouvernances? C'est pour se prémunir et anticiper aussi des possibles problèmes. Donc, on a vu récemment, alors il y en a tout le temps, moi ce que je disais, c'est le moment où je parle. Moi ce que je disais, moi, étant peu, alors moi je ne suis pas contributrice malheureusement sur mon temps libre de projets libres et open source, et j'aimerais bien, mais c'est pas mon moment de venir contribuer là. Je passe pas du temps à ça. Et fourbement, je ne sais pas, fourbement, c'est vrai que dès qu'il y a un petit problème, une petite news qui te dit il y a Linux, machin, ils ont viré tous les Russes, tous les contributeurs russes, ou alors le drama sur WordPress, WP Admin, là, qui s'est passé. Alors là, t'inquiète, je suis sur tous les réseaux sociaux, je regarde, je dis t'as vu, lui, il a dit ça. Et puis en plus, souvent, les conversations, elles sont publiques. Donc tu vas voir le mec qui t'écrit un pavé comme ça pour te dire à quel point il n'est pas content parce que l'autre, je sais pas quoi. Franchement, c'est mon petit plus belle la vie à moi. Je sais pas vous, mais moi... Franchement, je lis tous ces trucs, et c'est vrai que malheureusement, en fait, ça donne pas une bonne image non plus des fois des projets, où ça peut faire peur aussi à des personnes de venir contribuer après ça. On parlait tout à l'heure aussi d'histoire de licenciement, Fondation Mozilla qui a licencié du monde aussi. Donc c'est quand même la vraie vie. Pour faire de l'IA. Comment ? Pour faire de l'IA. C'est la vraie vie, les projets libres aussi, et c'est bon, on est tous des humains, même il n'y a pas de super humains même dans ces projets-là, même si vous êtes formidables tous. Comment est-ce que vous vous organisez ? Alors là, chacun son tour pour anticiper
pour anticiper ça, pour vous dire, voilà, il pourrait se passer un truc comme ça chez vous? Ah bah oui, ça peut se passer partout. J'ai envie de dire, il y a des... Désolé pour le langage, mais il y a des cons partout et malheureusement, ils peuvent arriver sur des positions de pouvoir comme partout. Il y a aussi des gens qui sont très bien et qui tournent con, donc en fait, c'est la difficulté. Moi, personnellement, je pense que en tant que mainteneur, alors c'est pas forcément exactement de la gouvernance, mais en tant que mainteneur, moi, il y a un truc dans l'actualité dernière qui m'a un peu chamboulé et qui me fait beaucoup réfléchir, c'est ce qui s'est passé avec Exi en mars. Donc Exi, c'est une librairie de compression de fichiers. Et il y a un seul mainteneur et il y a un contributeur qui est arrivé et qui a commencé à faire des contributions et qui est arrivé à avoir les droits de commit. Et quand il a eu les droits de commit, il a injecté une backdoor et il s'est avéré que c'était un agent chinois. Et du coup, moi personnellement, en tant que mainteneur, approuveur de pull request et mergeur de pull request, alors c'est biaisé et c'est pourri et j'essaye d'éviter de mettre ça en avant, bien évidemment. Je le dis aujourd'hui parce qu'on est entre nous et que ça ne va pas sortir de cette salle. Hein. Mais dès que je vois un contributeur un peu asiatique et qui fait une première contribution, des fois un petit peu obscure ou sur des choses auxquelles on ne s'attendrait pas forcément, c'est toujours la chose qui me trotte dans la tête en fait. Est-ce que ce contributeur-là, il vient parce que vraiment il utilise le projet et qu'il cherche à contribuer et à participer, ou est-ce qu'il vient avec une autre intention derrière? Voilà. Forcément, ça rend méfiant. Ça rend méfiant, oui. Ouais, c'est un peu dommage, je trouve aussi. Et ça revient peut-être avec la problématique de la Linux Foundation et les Russes, au final, je pense. Probablement. Chris, ton avis là-dessus? Voilà. Bon, nous, on a moins ce problème-là. À propos de WordPress, on a quand même, maintenant on est passé en site statique, du coup, voilà, on a dit bye bye WordPress. D'ailleurs, c'est beaucoup moins lourd, comme on pense aussi aux ordinosaures. Voilà, ça fait du bien aussi à ces appareils-là. Sinon, par contre, oui, le problème des personnes toxiques, il suffit souvent d'une seule personne ou deux pour faire une mauvaise ambiance. Et le problème, c'est quand on n'a que des bénévoles, les bénévoles partent lorsqu'il y a une mauvaise ambiance en général. Et donc, il faut faire très attention à ça. C'est vraiment pas facile à gérer, surtout quand nous, on a un modèle qui se veut le plus démocratique et horizontal possible. Bon, pour l'instant, dans les faits, depuis quelques années, ça se passe relativement bien, on va dire. Et j'ose espérer que si jamais il y avait vraiment un gros problème, eh bien le groupe lui-même arriverait à gérer ça. Mais bon, ça fait partie des choses qui sont pas évidentes, quoi, et ni à prédire, ni à gérer. C'est vraiment situation après situation, quoi. Quand il y a des entreprises et qu'il y a des problèmes d'ambiance ou d'autres de gouvernance, les entreprises partent aussi. Hein. Mais c'est ça aussi, ce qui est important, c'est qu'on a toujours tendance à penser que l'important, par exemple chez FDN, c'est l'admin 6, la technique, etc. Mais en fait, le fait de touiller, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que le groupe fonctionne, que les différents groupes se parlent ensemble, que l'ensemble se passe bien, c'est aussi super important en fait. C'est vraiment ça aussi qui va faire tenir l'assaut. Voilà, donc c'est bien la technique, mais le reste aussi. Donc tu dirais peut-être justement une des solutions, en tout cas chez FDN, pour se prémunir de ça, c'est de ne pas tout consacrer à de la technique, trouver des bénévoles qui soient peut-être moins techniques, plus à faire du lien pour éviter ce genre de choses. Disons qu'il faut de tout. Il faut justement une certaine diversité et que les groupes se parlent. Donc après, évidemment, au niveau des admin 6, ils ont un système de gestion des droits, voilà, de manière à ne pas donner les droits à n'importe qui. Il faut quand même faire attention à ça. Et chaque groupe fonctionne un petit peu différemment. Et après, il faut que l'ensemble fonctionne. Là aussi. Moi, c'est différent, je fais peur. Lui, c'est le dictateur bienveillant. En fait, moi, ce que je fais, ça date pas mal de discussions qu'on a eues très très tôt, notamment quand la communauté Vidéolan a grossi, et notamment avec les gens de Lydia de KDE et Leslie de Google à l'époque. C'est de se dire, et ça est très difficile à comprendre, c'est que
un toxique, il faut le dégager, quelle que soit sa position. Et c'est très difficile parce que quand c'est un des corps contributeurs, t'as pas envie, pas. Mais nous, on est arrivé à une tolérance assez faible. Donc, enfin, surtout moi, en fait. Et donc, en fait, par exemple, sur VLC, j'ai fait ça sur FMPEG, j'ai dégagé le mainteneur. Hop, t'as plus accès commit. Vas-y, une semaine, tu vas voir. Et comme bête, hein, vous êtes bête, vous allez voir, moi je suis plus bête. Et puis moi je suis plus têtu que vous. Et surtout, tu as le pouvoir. Enfin, t'as le pouvoir de faire ça. J'ai le pouvoir de faire ça. Et en fait, maintenant, une grosse partie de ce que je fais, c'est que je désamorce très très vite. Dès que je vois un début de framework, je bloque la framework, je dis vous parlez plus, et on prend les deux en tête à tête. Et d'ailleurs, c'est pas ce que je fais que je fais ça aussi dans mon vrai métier, quoi. Les frameworks ne servent jamais à rien. Jamais. Flamework, vous connaissiez, vous? Oui, bah oui, évidemment. Désolé. La moitié, ils en font, t'inquiète pas, ils sont là-dedans. Ils sont aussi comme ça. Mais ouais, donc les discussions interminables, les profils, les discussions sur GitHub, là, etc., ça ne sert à rien. Donc là, tout de suite, on coupe, et je leur dis, OK, on règle le problème, et au besoin, on fait intervenir les comités techniques pour voter. Et ça c'est un truc que je fais très vite, aussi bien sur VLC que sur FMPEG, c'est forcer la décision technique. Moi, je fais jamais partie du comité technique, évidemment, puisque moi, je suis plutôt de l'autre côté, plutôt la gestion communautaire. Forcer ça. Et puis, quand les gens sont vraiment des méchants, ou juste des toxiques, on les dégage. Et c'est très dur, hein, parce que franchement, tous les projets, tu n'as pas envie, mais il est utile et on n'est pas nombreux. Ouais. Mais en fait, ce que tu ne vois pas, c'est tous les gens que tu perds. Donc voilà, donc ça, c'est un truc qui... Pour nous, et résultat, par exemple, sur VLC, c'est une communauté qui est assez cool. Et d'ailleurs, justement, un des gros trucs qu'on fait, c'est de faire plein de trucs rigolos. Enfin, si vous regardez toutes les conneries qu'on fait, là, les derniers trucs, c'était en Corée du Nord. La dernière fois, c'était au CES à Las Vegas. On fait souvent des escape games dans des villes complètes. On fait beaucoup de choses pour la communauté pour que ce soit cool et pour retisser les liens, parce que souvent, c'est des problèmes de communication interpersonnelle habituels. Et tout ça, là, justement, c'est écrit chez toi? C'est des choses que vous avez écrites dans les statuts, gravées Alors non, parce que... Genre la définition d'un toxique, c'est parfois compliqué? Non, parce que justement, c'est pas dans les statuts, parce qu'un statut, c'est chiant à changer. Donc nous, on a fait des statuts très simples, très clairs. Et qui n'ont pas beaucoup bougé, c'est ce que qui n'ont pas du tout bougé, parce que les statuts réfèrent à un règlement intérieur de l'asso, et le règlement intérieur réfère à un code of conduct qui est voté en assemblée générale pour toute l'asso. Donc tu vois, et qui un document qui peut évoluer assez rapidement. Et chaque projet a un code of conduct spécifique, en tout cas des règles de communauté. Mais tu vois, c'est des règles. À un moment, c'était sur plusieurs projets, c'était tellement bête qu'on a dit, une insulte, c'est tu te fais dégager un jour de la mailing list. Puis si tu continues, c'est 3 jours, puis c'est 7 jours. Vous allez être bête? Vous allez voir, je suis bête, moi. Il y a les carnets de correspondance à donner aux parents. Mais non, mais... Bah ouais, mais en fait, quand t'as pas de structure entreprise où à un moment tu as un chef, c'est compliqué. Tu peux très bien, nous aussi, on a eu ce problème-là. Il y a certains pénibles qui arrivent à écrire un roman par jour, par mail. Et tu te retrouves avec une tonne de trucs à lire. Et on aime bien lire ça, nous, après, quand il y a des... Oui, il y a un moment où c'est vraiment très, très pénible à gérer. Et au début, on n'avait pas justement ce code de conduite. Et on a été contraint de l'écrire à un moment pour justement gérer ça. Alors, par contre, je retiens là l'histoire une injure. Les punitions. C'est pas mal. C'est pas aussi détaillé que ça. Ça te rappelle peut-être plus le côté prof de maths là voilà. que. Ouais. Alors d'ailleurs, c'est une exponentielle. Ça fait 1, 3, 7 et puis ça monte. Moi, je voudrais juste rajouter que c'est un peu ce que tu dis, Jean-Baptiste, mais moi, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de projets libres que j'ai vus par le passé. J'en citerai pas, mais j'en ai en tête, qui au final font l'intégralité de leur communication de manière asynchrone. Alors ça marche bien, mais justement jusqu'à une certaine limite, qui est la limite un peu du désaccord, et qu'au final, quand on fait de la communication de manière asynchrone, on peut facilement tomber sur une communication qui dure une semaine, parce qu'on va faire ça par commentaire ou par email, et il va se passer 5 emails par jour qui vont être illisibles, alors que des fois, juste faire une vidéo ensemble, en 10 minutes, la question est réglée. Et ça permet de résoudre le problème qui sera documenté derrière, bien évidemment, puisque si ce n'est pas écrit, ça ne s'est pas produit. Mais prendre la décision de manière synchrone en vidéo,
permet bien souvent de résoudre des conflits qui pourraient devenir une flame war si on était sur de la synchrone. Et moi, ce que j'ai fait pendant un moment sur VLC, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes techniques il y a 4-5 ans, c'est en fait, je prends 5 ou 6 contributeurs, on va se retrouver, c'était souvent chez moi, un tableau blanc, on liste tous les sujets et un par un, on y va. Et tous les sujets qui font mal, tous ceux qui piquent, on les prend et on destille et on le fait en physique. Ça coûte des billets d'avion pour que tout le monde se voit de temps en temps, mais finalement, ça vaut le coup. Et éviter de faire pourrir des problèmes ou de cacher en disant oh, le temps fera, les problèmes techniques ils remontent toujours. Alors, nous, on est un petit peu sur toute la France, donc, et puis on n'a pas forcément le fric pour se payer des billets de train. Fais de l'IA, tu auras de l'argent. Pas trop régulièrement. Pas si, mais bon. Donc on a plus l'habitude de gérer les choses par mail. Et donc on a quelque chose qui est que tout membre de FDN peut alerter par mail. C'est-à-dire qu'on a une liste générale qui est vraiment... voilà, tout le monde peut poster dessus pour alerter éventuellement l'intégralité, parce qu'on ne peut pas s'en désabonner de cette liste mail. Et donc, voilà, on atteint... GDPR, c'est compatible GDPR de ne pas pouvoir se désabonner d'une mailing list. Pour te désabonner, il faut démissionner, quoi. Ouais, voilà. Mais tu as le droit de démissionner. Tu as le droit de démissionner. Mais le ça donne plein d'idées géniales, ça. Ouais. Et c'est marrant parce que ça revient souvent sur le tapis parce que ok, donc on peut pas quitter sauf à démissionner de l'assaut, mais d'un autre côté, donc ça permet vraiment d'atteindre tout le monde, donc d'alerter tout le monde. Par contre, on est prié de continuer les discussions sur une autre liste qui est la liste bénévole, parce qu'il y en a qui vont prendre ça comme une tribune et qui vont continuer à répondre sur AG. Et donc là, en général, il y a rapidement quelqu'un qui dit oui, non, mais alors bon, merci de continuer la discussion ailleurs. Parfois, il y en a, il faut leur répéter plusieurs fois avant qu'ils comprennent. Mais voilà, donc on a trouvé ça comme moyen. Voilà, moi, j'étais plus méchant à un moment sur la mailing list de VLC. Il y a des gens qui s'amusaient à faire des longs threads. Et en fait, là, c'est un mailman. Et donc, j'ai modifié mailman pour qu'après un certain nombre de caractères, ça coupe le mail. Les gens ont vite compris que... Restez concis. Vous suivez justement toutes vos idées là, plus diaboliques les unes que les autres. Est-ce qu'elles évoluent vraiment souvent? Est-ce qu'une actualité, un nouveau drama Flame War arrivé récemment va vous faire vous dire ah bah tiens, on va changer quelque chose en avance de phase, ou c'est vraiment que de l'itération sur ce qui est en train de se passer chez vous? Enfin, la question, est-ce que vous regardez beaucoup les autres pour vous donner comme ça des guides et des idées de nouvelles règles? Typiquement, quand on a écrit les statuts de la fédération FDN, enfin quand on les a réécrits, on a justement, on a regardé tous les problèmes qui s'étaient posés, humains, machin, et à chaque fois, donc, on essayait de faire en sorte qu'on puisse répondre. Voilà. Donc, alors, s'il y a ça qui se passe, comment on fait? Et est-ce que ça, on arrive à y répondre? Et donc, on avait en tête un certain nombre d'exemples, voilà, de choses qui s'étaient mal passées auparavant, et voilà, on a essayé de... Alors, évidemment, on ne peut pas tout prévoir, mais on avait tous ces exemples-là en tête. Et avec les autres gouvernances, du coup, les autres projets, entre vous, vous discutez, vous échangez. Là, on a fait un petit échange déjà. J'espère qu'il y a des choses qui vont vous donner des idées, j'ai l'impression un peu. Mais est-ce que vous avez ça, par exemple? Est-ce que ça existe, ça, une espèce de moyen d'échanger comme ça ou de... Il y a une mailing list qui s'appelle Fondation, qui est une mailing list où il y a quasiment tous les présidents de toutes les grandes assos open source, qui est une mailing list assez active. C'est un peu difficile d'avoir accès, mais moi j'ai beaucoup de discussions qui arrivent là-dessus en fait, avec grosso modo tous les grands projets libres, et ça aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'âneries que tu peux anticiper, quoi. Ouais, c'est ça. Chris, c'est dedans? Tu veux une invite? Je suis sûre je connais quelqu'un qui mais alors du coup, comment on fait quand on est en collégial s'il n'y a pas de président? T'as pas accès. T'as pas accès. Tu peux faire ta propre liste de... Tu deviens dictateur bienveillant, juste le temps d'avoir accès. Ça marche. Ouais, j'allais poser la question. Là, j'ai encore 5 minutes là, pour une
Une autre petite question. Tant que personne t'interdit, vas-y, continue. Oui, vas-y, Damien, bien sûr. Oui. Non, je l'avais posé tous les. Je regarde. À laquelle Chris a répondu, pardon. Oui, parce que en général, n'hésitez pas. Nous, on a eu un petit. Alors, c'était pas mais c'était une prise de décision récemment. Parce que c'était sur les IA, justement. Parce que. Ça, j'ai pas posé la question à Chris. Non, c'est interdit, ça. Mais du coup, en fait, on voit de plus en plus de pull requests qui sont clairement générés par de l'IA. Et du coup, la question s'est vraiment posée de se dire qu'est-ce qu'on fait sur ces pull requests-là? Est-ce qu'on dit bah non, c'est pas généré par un être humain, donc ça pose en soi des problèmes de droit sur à qui appartient véritablement le code qui a été écrit? Ou alors est-ce qu'on dit la personne, elle a quand même fait un petit effort, elle a ouvert une pull request avec un truc qui a été généré par une machine? Et effectivement, la question, alors au final, le truc, il est de dire si c'est trivial, on accepte. Si c'est une nouvelle feature ou que c'est un truc poussé qui pose pas juste à accepter, mais qui pose à se poser un peu plus de questions, c'est pas possible. Mais je pense effectivement que en fait, l'actualité et l'évolution du monde nous forcent forcément à se remettre en question sur qu'est-ce qui s'est produit, quels sont les potentiels nouveaux vecteurs d'attaque. Alors l'IA n'est pas forcément un vecteur d'attaque de sécurité, mais quels sont les nouveaux vecteurs d'attaque? Et ça serait idiot de ne pas apprendre de ce qui se passe sur les autres projets, de ne pas apprendre des échecs des autres projets pour améliorer les nôtres, quoi. Voilà. C'est clair. Du coup, je vois plus. J'ai pas vraiment de timekeeper, donc moi, on peut continuer. Hein. Nous, on est chaud. Hein. Je sais pas vous. Est-ce que quelqu'un a l'heure dans la salle? Non, il est 19h37. On a commencé à 55, mais ça avait commencé avant. Dernière mais question. Du coup, voilà. Jean-Baptiste, est-ce que tu as un avion ce soir? Excuse-moi. Non, mon avion, il vient matin à 7h. Ça marche. Non, moi j'avais juste un dernier petite chose parce qu'effectivement, alors certes, ça peut. Alors, l'idée n'était pas de faire peur, hein, au contraire. En tout cas, de se rendre compte de tout ce qui est mis en place pour essayer de faire en sorte que ce soit au contraire le plus fluide possible, que ça fonctionne le mieux possible. La dernière question que je voulais vous poser, c'était justement sur comment est-ce qu'on fait venir des nouvelles personnes. Comment on fait pour que ces personnes se sentent bienvenues, qu'elles puissent trouver tout ce qu'il leur faut dès le démarrage, etc. Donc, comment est-ce que tout ça s'articule et en quoi, justement, aussi vos décisions peuvent aider à ça? Je ne sais pas qui veut la prendre en premier. Damien, je te sentais chaud, là. Allez. Alors, nous, on récupère... alors, déjà, étant donné que la plupart des contributeurs OpenTelemetry réguliers le font au titre de leur employeur. La plupart des nouveaux contributeurs qui vont venir faire des contributions régulières, ça va être globalement des employés d'entreprises qui sont dans le domaine de l'observabilité et qui cherchent à s'investir dans le projet pour avoir, du point de vue de l'entreprise, ça permet au final d'avoir de l'influence sur le projet et d'avoir de l'influence sur le projet, quoi. Donc ça, c'est peut-être le plus gros vivier, c'est l'avantage effectivement d'avoir un domaine libre qui s'adresse aux entreprises et pas au grand public. C'est que les entreprises ont un intérêt à venir contribuer au projet. On a également pas mal de stagiaires tels que Google Summer of Code et autres trucs de stages d'été américains qui ramènent pas mal de contributeurs. Certains restent par la suite. La plupart s'arrêtent à la fin de leur stage. Et je pense qu'on a aussi un autre point qui pour moi est hyper important sur l'accueil des nouveaux arrivants, c'est qu'on a une documentation très précise sur un petit peu les échelons de contribution au projet. Donc en gros, qui va dire à partir de 5 contributions, vous allez pouvoir demander à être membre de l'organisation sur GitHub. Quand vous allez avoir plus de contributions, vous allez pouvoir devenir ce qu'on appelle triageur. Donc vous allez pouvoir fermer des issues, assigner des labels à des issues, c'est un peu sur l'administratif. Ensuite, vous allez pouvoir approuver les pull requests et enfin, vous allez vraiment être mainteneur, quoi. Et je trouve qu'avoir une vraie documentation bien détaillée sur quels sont les niveaux d'investissement dans le projet, qu'est-ce qui est attendu et à quel moment est-ce que vous pouvez vous attendre à suggérer de passer au niveau supérieur, et au final, ça donne une documentation claire et les personnes qui cherchent à s'investir dans le projet savent également exactement à quoi s'attendre, à quel moment pour pouvoir enrichir leur investissement ou alors se dire non, là, le niveau suivant il est trop haut pour moi par rapport à l'investissement que je peux donner et je suis satisfait de ce que j'ai à l'heure actuelle, quoi. Voilà. Oui, alors, nous déjà on ne cherche pas forcément à avoir beaucoup plus de personnes chez FDN. On préférait qu'il y ait plus de FAI qui se créent dans toute la France, hein.
Donc on n'est pas forcément à chercher vraiment beaucoup de nouvelles personnes. Bon, ce qui n'empêche pas évidemment quand je suis sur des stands, etc. Bon, voilà, de parler de l'association et de faire envie évidemment de participer. Par contre, on est assez peu finalement sur les 900, je sais pas, on doit être 960 quelque chose membres de l'asso. Il n'y a pas tant de bénévoles que ça. On est peut-être une trentaine. Et donc l'idée c'est d'arriver à faire plus participer, parce que tous les membres de FDN normalement peuvent être bénévoles. Et donc l'idée c'est de faire un peu plus participer de manière à alléger la charge des bénévoles actifs. Et donc là, il y a quelques personnes qui s'impliquent pas mal en ce moment dans tout ça. Donc on a fait un sondage, par exemple, au niveau des membres pour voir un petit peu voilà, qu'est-ce qu'ils utilisaient et combien de temps ils seraient prêts à consacrer à l'association et dans quel type de domaine, s'ils savaient déjà à ce à quoi ils pouvaient participer. On essaie de lister aussi des tâches voilà, de la plus technique. Alors technique, ça veut toujours dire admin chez nous. Alors qu'on aurait besoin aussi des techniques en comptabilité, par exemple. Voilà, ça manque un petit peu. Ou des juristes, ou des gens de la com, des graphistes. On a besoin de graphistes. Voilà. Donc il y a plein de technicités différentes. Et voilà, on essaie de lister justement les tâches pour que les gens se rendent compte qu'en fait, ils peuvent venir bénévoler voilà, de manière à pouvoir faire plus de choses, quoi. Mais c'est pas facile voilà, d'avoir des nouveaux bénévoles. Alors Admin6 c'est encore plus, c'est particulier parce que les Admin6 font déjà plein de boulot et donc ils n'ont pas forcément le temps d'accompagner, d'accueillir les nouveaux Admin6. Donc faut pas penser qu'on va vraiment apprendre. Donc c'est les gens qui sont déjà techniques Admin6 qui vont pouvoir facilement rentrer dans le groupe. Mais sinon, c'est difficile de faire le premier pas, quoi. Ouais, être à la fois dans une gouvernance ferme et accueillante aussi pour les gens. Ouais. C'est surtout ça, faut arriver à faire les deux. On a essayé de travailler aussi le mail d'accueil, voilà, quand on arrive dans l'asso, voilà, de documenter aussi. Il y a un énorme travail de documentation qui est fait en ce moment. Qui va aussi avec la refonte du site. Donc là, maintenant, on va s'attaquer au wiki. Mais c'est pas évident de maintenir une doc à jour aussi. C'est clair. N'est-ce pas? Mais chez Jean-Baptiste, tout est documenté quand on arrive. C'est à jour. C'est assez à jour, globalement, sur VLC. On a quand même pas mal, tous les étés, entre le Summer of Code, les étudiants, les stagiaires, notamment sur les sociétés à côté. On a vite une vingtaine, 20-25 étudiants en fait, qui viennent bosser tous les ans. Il y en a un ou deux qui restent, donc c'est comme ça qu'on fait un peu le renouvellement. La difficulté, c'est pas trop sur VLC, c'est plutôt sur David. Tu vois, quand on écrit que de l'assembleur, un peu plus dur de trouver les gens motivés pour aller même si c'est pas si dur que ça, c'est même assez facile. C'est comme pour le SI en Perl. Alors, je suis pas d'accord. Pas du tout. Je pense que le code assembleur de David est carrément plus lisible que du Perl. J'ai pas de doute. Le Perl, c'est un peu comme le Ruby, quoi. C'est du write once, read never, quoi. C'est très bien, Ruby. Non, mais c'est vrai. Commence à m'échapper. Vous avez promis une flame noire. Mais en vrai, j'adore écrire du Perl, par exemple. J'en ai écrit beaucoup. J'adore du Ruby, mais tu vois, c'est des trucs où tu écris quelque chose de tellement intelligent que 6 mois plus tard, tu retombes dessus, tu fais putain, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, tu fais le mec qui a écrit, il est trop bon. Puis tu regardes, c'est toi, et tu fais merde, qu'est-ce que je voulais. Non, mais c'est plus dur de relire du code que de l'écrire. Donc, si tu mets 100% de ton intelligence, au maximum de ton intelligence à l'écrire, jamais tu peux le relire. Parce que tu n'es pas assez intelligent pour relire ton propre code. Et ça, tout le monde le sait. C'est plus dur de lire du code et de review du code que de l'écrire. D'ailleurs, ChatGPT, il sait écrire du code, il ne sait pas le relire. Est-ce qu'il est bon en assembleur, ChatGPT? Alors, absolument catastrophique. On a essayé. Pardon. Mais c'est vrai. On a essayé en fait d'entraîner des LLM sur notre codebase en assembleur. Et c'est nul. Mais genre nul, quoi.
Donc ce qu'on retiendra effectivement, alors je ne sais plus ce qu'on doit retenir de ça, si on veut essayer de venir contribuer à Vidéolan et à arriver là. Ou à d'autres projets, non ? Il y a plein d'autres projets aussi. Il y a pas que, oui, parce que Vidéolan, c'est pas que VLC. Et faites de l'assembleur, j'ai besoin de gens qui font de l'assembleur. Voilà, donc si on... Ouais, du ok, donc un nouveau qui fait de l'assembleur va être hyper bien reçu, quoi. C'est genre tapis rouge. En fait, non, pas du tout, il faut juste avoir envie. Parce qu'en fait, c'est nous qui formons les gens en assembleur. Nous, on a un programme de formation en assembleur monstrueux, quoi. Ce qui est marrant, c'est même parfois les gens de Intel qui nous envoient des gens pour qu'on leur explique comment marche l'assembleur Intel. Pas mal. C'est même pas une blague. Donc, il est formidable. Donc accueil des nouveaux, n'empêche que là, tu commences à répondre un peu vraiment au fond de la question. Merci à toi, on finit par y arriver. Donc là, vraiment, il y a tout un programme de formation. L'idée, c'est vraiment ça. Vous avez des formations qui sont prêtes. Là, il y a juste à venir avec de l'envie et vous pouvez accueillir vraiment tout le monde, n'importe qui. Et du temps. L'envie et du temps. Ouais, le temps, l'investissement, l'engagement. C'est monstrueux, mais c'est ça le problème. Un mec qui commence à bosser sur VLC, il faut 1 an et demi avant qu'il soit bon. Un mec ou une fille. Pareil. Ou qui que ce soit. Sur Internet, on s'en fout. Tout le monde, c'est un chien, tu vois. Je m'en fous du moment. Alors vraiment, nous, on a toujours été... J'en ai rien à foutre de qui t'es, d'où tu viens, quelle est ta religion, quel est ton genre. On veut pas savoir. De toute façon, on a toujours fait tout sur IRC avec un pseudo. J'ai juste besoin que ton code soit bon. Et je vais être désagréable sur ton code s'il est pas bon. Donc, nous, on a... Enfin, tu vois, moi, j'en ai rien à faire si la merge request c'est fait par un chat GPT, un LLM. Je vais relire ton code et je vais te dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Quelle que soit la complexité de la contribution, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est ce qu'on fait est difficile. On fait du C, on fait de l'assembleur, on fait du real time. C'est pas une API web où si tu réponds en 2 microsecondes plus tard, c'est pas grave. Nous, on rate la frame. Ça pose pas les problèmes de licence En fait, ta licence, c'est ta licence, c'est ton contrat social et que, en fait, la plupart des projets libres, notamment de droit français, c'est des projets collaboratifs, même si les gens veulent pas trop en parler. Donc, en fait, c'est un droit d'auteur distribué, mais quand même, l'éditeur, en fait, en droit français, a des droits supplémentaires. Donc, en fait, c'est un non-sujet. Les gens se prennent la tête là-dessus alors que c'est pas vraiment un sujet. Je crois que là, ça serait le sujet d'une prochaine table ronde. Ouais. À mon avis, on n'est pas trop mal là. Alors, j'ai aucune idée du temps. Je pense qu'on s'approche de la fin. En tout cas, je pense que peut-être que vous en avez peut-être un peu vu assez là pour Surtout la gouvernance. Il y a un apéro après, je crois. Il y a un apéro après. Je sais pas vous, mais moi j'ai passé un bon moment. J'ai appris plein de trucs. Qu'est-ce qu'il y a ? Des questions. Vous voulez des questions du public ? Alors moi, je veux bien les questions du public si c'est vraiment des vraies questions, c'est-à-dire qu'une question. Ça commence par est-ce que ou un mot un peu comme ça, là, je sais pas, une conjonction de quand, voilà, quoi, voilà, un mot comme ça. Ça finit par un point d'interrogation. C'est assez court et ça attend une réponse. Et tout le reste, ça n'est pas des questions. Donc je veux bien vraiment que des questions, si c'était possible. Et là, il me faut à nouveau le micro, mais j'ai l'impression qu'il arrive. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a un staff qui est en train de courir, donc ça me rassure énormément parce que j'ai pas envie de me lever avec mon fil. Il y a une question juste là devant. Bonjour, est-ce que c'est une question ? Oui. Question suivante. Merci. Il en faut toujours un. Tu l'as cherché aussi, hein. Ce qu'on a remarqué souvent dans les projets open source, c'est assez facile d'avoir des contributeurs, mais c'est extrêmement difficile de les garder sur le long terme. Quelle solution vous avez justement pour permettre ça ? Justement, est-ce que vous rencontrez ce genre de problème sur les projets que vous gérez ? Mais est-ce qu'on a besoin vraiment de les garder sur le long terme ? Pourquoi ? Si typiquement tu veux faire grandir ton corps, donc ton comité technique au fil des années, tu as besoin que ton comité en fait rotate pour déjà transmettre de l'information, faire changer, on va dire, le dictateur, ou alors partager de la connaissance pour les futurs gens. Donc c'est plus un problème de documentation en fait. Plus typiquement du mentorat, ou alors je sais pas, essayer d'avoir des personnes qui sont vraiment au cœur du projet, qui restent sur le long terme.
Moi, je pense qu'il y a un truc assez simple et facile à mettre en place, qui est que laisser un pool de choses à faire pour ces gens-là, en fait. Donc ça se fait juste avec, sur des issues, un tag Good First Issue, hein, et pas oublier de le maintenir, parce que c'est facile d'oublier de taguer les issues là-dessus. Et quand on est mainteneur, de ne pas se préoccuper de ces issues-là, parce que c'est des problèmes qui sont faciles à résoudre, qui en tant que mainteneur vont prendre 30 secondes à résoudre, et alors qu'on connaît la base de code, on a des choses vachement plus importantes à se préoccuper sur la base de code, et ça permet à des personnes qui ont l'envie de venir contribuer sur le projet d'avoir des choses qu'ils peuvent venir voir. Ils viennent voir la liste des issues et ils ont des choses sur lesquelles ils peuvent venir facilement contribuer comme ça, d'un coup en fait. Et je pense que c'est ça la porte d'entrée, tout simplement. Oui, moi ça me fait penser que nous parfois, on a ce problème qui est aussi bien, mais que certains bénévoles s'impliquent énormément et du coup ne laissent pas forcément la place aux gens qui arrivent. Donc on s'améliore là-dessus, mais c'est pas évident en fait. Quand on sait faire un truc, on le fait en fait. Ça va plus vite que d'expliquer ou d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Et c'est pas facile de se forcer à attendre justement de manière à ce que d'autres puissent apprendre à faire. Il y avait d'autres questions? Je crois que j'ai vu encore quelqu'un courir avec un micro, mais Merci. Il y a un staff qui court derrière. Vous avez parlé du coup de la rentrée sur le projet et du fait de mettre un chemin clair pour ce faire. Qu'en est-il de la sortie des projets? De la personne? Oui. Alors pas forcément dans le cas où il y a un présumé chinois qui s'avérerait russe, mais... Sortie forcée, alors pas la personne qui s'en va de son plein gré. Ça peut être les deux cas. Alors, en tout cas, nous, sur OpenTélémétrie, l'idée, elle est que toute personne qui n'a plus le temps de s'investir... En gros, il y a un investissement attendu. Alors, à nouveau, on est sur un projet qui se base beaucoup sur des gens qui font ça sur leur temps de travail. Donc, un mainteneur, on s'attend à ce que, globalement, il y a à peu près 50% de son temps de travail qui soit sur le projet. Dont il est mainteneur. Donc, s'il est mainteneur de 2 parties d'OpenTélémétrie, potentiellement, ça fait un temps plein, quoi. En gros, on s'attend à ce que la personne qui n'a plus le temps parce que son rôle professionnel, parce qu'il a changé d'entreprise, parce qu'il fait autre chose, qu'il vienne dire de par lui-même qu'il n'a plus le temps de s'investir. Si on voit que son investissement n'est plus là, au bout d'un certain temps, on va lui dire, bon écoute, peut-être qu'on va te mettre en éméritus maintenant parce que tu n'as plus l'investissement qui convient, quoi. Mais effectivement, nous, en tout cas de notre côté, une personne qui ne s'investirait plus, on va le downgrader un petit peu, entre guillemets, pour lui dire qu'il n'est plus là et qu'il n'a plus l'influence qui est nécessaire pour pouvoir être mainteneur du projet. Quant à une personne qui ferait une énorme connerie ou qui serait un gros connard d'un coup, ça va être potentiellement comme ce que décrivait Jean-Baptiste tout à l'heure sur le bannissement temporaire, en allant jusqu'à dire bye bye comme ça. Voilà. Ok, oui. Donc les règles d'entrée sont bien fixées, mais pour la sortie, c'est plus social, on va dire. Il n'y a pas d'épée de Damoclès explicite. Ah non. Très bien, merci. Ah non, il n'y a pas d'épée de Damoclès spécifique. Non. Ça serait pas viable, en fait, je pense, parce qu'on a tous besoin de pouvoir travailler sereinement. Peut-être une dernière question? Ouais. Il y en a plein? On ne peut pas toutes les prendre, mais après, vous trouverez les personnes pour discuter, après. Ouais, je pense que si vous voulez discuter avec nous après, en tout cas, moi, je serai là. Damien, il est d'accord. Les autres, je ne sais pas. Je sais pas, il paraît qu'il n'y a pas de tireuse. Alors, vas-y, on t'écoute. Je vais poser ma dernière question. Moi, j'ai des amis qui ont contribué à des projets importants et qui ont arrêté, notamment à cause de harcèlement, en fait. Et là, je parle pour nous parce qu'on est des femmes trans, mais globalement, ça concerne toutes les minorités. Quand on dit oui, on contribue en ligne, on voit que des pseudos, bon, moi, j'y crois pas parce que les personnes se rencontrent, les personnes collaborent entre elles. Et puis, le libre aujourd'hui, c'est pas que des communautés, mais c'est aussi des entreprises. Et globalement, si on n'inclut pas les personnes, on fait pas du libre, on fait de la tambouille. Ma question, c'est comment vous contribuez
à ce qu'il y ait un climat où tout le monde se sente bien, finalement, dans les projets de logiciels libres. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? C'est ce que je disais. Hein, nous, très tôt, avant que ce soit la mode, on avait un code of conduct qui enforce très rapidement. C'est-à-dire que, par exemple, sur les projets Vidéolan, dès qu'il y a eu des problèmes, ou avant que le problème arrive, moi je coupe très vite. D'ailleurs, résultat, quand tu regardes dans le multimédia, et notamment entre VLC et FFmpeg, il y a une communauté trans hyper forte, surreprésentée par rapport aux autres projets libres. Et c'est justement parce que il n'y a pas de tolérance, quoi. Même, il n'y a pas de tolérance sur. Pas de tolérance dans le sens, pas de tolérance au. C'est la zéro tolérance. C'est-à-dire que dès que quelqu'un déconne, il se fait couper, quoi. Voilà. C'est-à-dire que tu n'autorises pas quoi que ce soit, même parce que le mec, ou la nana, ils sont là depuis très longtemps. C'est hors de question. Les propos qui sont problématiques ou même juste offensants pour la personne, c'est coupé direct. Donc nous, on fait beaucoup de trucs où on se rencontre et justement et on désamorce très tôt, justement pour éviter ce genre de problème. Et par exemple, justement, alors qu'on est des communautés qui sont très bas niveau, avec des très tech, on n'a pas ces problèmes-là qu'on a, par exemple, qu'on a vu pas mal dans les communautés Python il y a quelques années. Tu déconnes, tu te fais dégager. Ouais, alors que nous, c'est vrai qu'on est un petit peu plus vieux. En 92, ils n'avaient pas trop réfléchi, je pense, à tout ça. Et c'est vrai que le fait déjà d'avoir une femme en tant que présidente au départ, c'est pas forcément si facile que ça. C'est que en fait, on est inclusif tant qu'il y a que des mecs. Et tout d'un coup, bizarrement, il y a des problèmes qui arrivent et en fait, on n'y avait pas réfléchi avant. Et ce qui a été très drôle, c'est le shitstorm qu'on s'est pris, qu'on a voulu réécrire les statuts en inclusive. Alors là, ça. Ouf. Et c'est là où on a fait un code of conduct. Parce qu'on n'en avait pas avant, et là on s'est dit oui, non, en fait, il faut qu'on en fasse un. Voilà. Et sinon, c'est pas évident l'inclusivité, surtout dans les assos. Enfin, là, je parle de FDN. Il faut que les gens viennent, mais on ne peut pas forcer les femmes à venir, par exemple. Ça vient de tellement plus loin que ceux qui vont faire de l'informatique, etc. Encore de nos jours, c'est plutôt des mecs. Ceux qui, en plus, vont prendre sur leur temps libre pour continuer à faire de l'informatique, il va y avoir encore moins de nanas. Et voilà, et donc, on ne peut pas les inventer. Mais on essaie d'être le plus accueillant possible. Mais ça se travaille. Et voilà, on a fait des conneries régulièrement. Et puis, petit à petit, on essaie de s'améliorer, quoi. Moi, je pense que le code of conduct, c'est pas suffisant parce que c'est facile d'écrire un code of conduct. En fait, c'est beaucoup plus difficile de le mettre en place et de mettre en place une vraie culture d'inclusivité. Alors, c'est un sujet complètement différent et on pourrait en parler pendant 1 heure sur une table ronde. Hein. Mais je pense que ça va avec plein d'autres petites choses. Alors, j'en ai une en tête, par exemple, qui n'est pas au niveau d'OpenTelemetry, mais par exemple, on appelle ça la fermeture éclair sur un système de questions ou de débat qui va être un homme, une femme. Et si l'intervenant précédent qui vient de parler était un homme, l'intervenant suivant sera forcément une femme. Alors, sauf s'il n'y a aucune autre femme qui veut parler, évidemment, on va faire une exception à ce moment-là. Mais je pense que c'est ce genre de petites choses qui forcent d'avoir une culture d'inclusivité. Et je pense que c'est vraiment un combat de tous les jours parce que c'est pas juste le fait d'écrire des règles, en fait. Voilà. Et c'est important parce que plus on a de la diversité dans un groupe et plus on a d'idées différentes et plus ça peut apporter justement de la richesse à l'asso ou à l'entreprise, quoi. Donc c'est pas quelque chose de négligeable, quoi. C'était une parfaite dernière question. Merci beaucoup. C'était celle qu'on se disait. On la met pas, ça va faire long. Ça sera une question. Merci. Merci beaucoup à vous d'être restés jusque-là. Merci à tous les 3 pour votre participation. Et merci à toi. Merci à toi, Aline. Avec grand plaisir. Ça a été un plaisir. Et à très bientôt.